Eh bien, le voici. Il a eu un petit problème pour arriver. Le voici. Il va vous parler de la sécurité sociale, de son financement et du budget de l'État. Oui, monsieur le ministre, vous êtes le ministre en charge de la sécurité sociale. Est-ce que ça ne vous empêche pas de dormir, de vous dire que vous êtes le ministre aux 18,6 milliards de déficit? On peut voir les choses comme ça. On peut aussi voir, c'est pas seulement parce que je suis optimiste, que les déficits sont en train de diminuer. Les retraites, parce qu'on a amené on a comme à 18,6 milliards. Et encore, ça ne prend pas en compte le fonds de solidarité sur la vieillesse. Oui, mais quand vous avez un système qui est malade depuis longtemps, le traitement de choc, vous êtes sûr que ça ne fait pas pire que bien? Je ne sais pas, la Sécu 45, le principe c'était... Moi je sais, et je sais que cette année, on a l'assurance maladie en dessous de 6 milliards d'euros de déficit, alors qu'on on a une baisse de 50% en 2 ans. 50% en 2 ans, c'est pas rien. Et que les retraites, on est en dessous de 6 milliards d'euros, je sais que c'est par an. Grâce à quoi? Grâce à la réforme des retraites. Et quand est-ce qu'on arrive à zéro en 2040? Plus rapidement possible, bien évidemment. Pourquoi? Parce que tous ces déficits, et vous avez raison de le dire, il faut emprunter pour couvrir tous ces déficits. Il y a 136 milliards de dettes sociales. Alors, quelles sont les mesures qui permettraient quand même de passer d'une petite baisse de déficit à une vraie diminution? Qu'est-ce qu'on peut faire de fondamental qui ne soit pas du rafistolage? Vous ne pouvez pas dire une petite baisse quand ça baisse de 50% en 2 ans. 50%, c'est pas rien. 50%, attendez, c'est quand même quelque chose de marquant. Maintenant, on continue cette année à avoir une baisse importante sur les dépenses, et notamment en premier lieu sur le médicament, question que me posait Olivier Mazerolle tout à l'heure. C'est vrai que je demande un effort très important sur le médicament, parce que je pense qu'il y a trop de médicaments en France, on en consomme trop, et on paye trop cher. Nombre de médicaments. C'est un poste aujourd'hui, ça va être plus de 770 millions d'euros, c'est pas rien. C'est pas rien. D'autre part, je compte renforcer encore et encore la lutte contre les fraudes. Il y a un grand nombre d'amendements parlementaires qui ont été déposés. 20 milliards, un rapport parlementaire qui disait ça. 20 milliards, c'est tout confondu. Ouais, je pense que c'est assez proche de la réalité. Moi, je n'ai jamais minimisé la place et le poids des fraudes. Et ce qui est vrai également, c'est qu'on a mis un peu de temps à s'y mettre et à considérer que la fraude était une réalité, qu'il y avait aussi des économies à faire. Donc il y a beaucoup de parlementaires, Dominique Tian en tête, qui ont déposé des amendements. J'entends avec Valérie Pécresse réserver un avis favorable à un grand nombre d'entre eux. On va me dire que j'en fais trop, j'en fais pas assez encore. Et pourtant, j'agis au niveau national, j'agis aussi sur le plan local avec les comités départementaux. On va vous dire que vous en prenez encore aux plus démunis et que les plus riches, eux, ils ont la possibilité de continuer à faire de la spéculation financière. Ceux qui me disent ça n'ont jamais entendu mes propos sur le sujet. Parce que moi, je vais vous dire, je m'en prends à celui qui bénéficie d'arrêt de travail frauduleux, mais dans le même temps, je m'en prends à celui qui a signé l'arrêt de travail frauduleux. Je suis effectivement prêt à faire davantage encore en termes de fermeté, de sévérité. Vous voulez vous en prendre aux médecins les deux. Le patient qui a le faux arrêt de travail et le médecin qui l'a signé. Et qu'est-ce que sont les sanctions pour un médecin alors? De toute façon, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement des prescriptions, la première des choses. Et après, vous êtes aussi dans des procédures et des pénalités. Mais c'est la même chose aussi pour les patients. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous n'êtes pas équilibré, si vous n'avez pas une action vis-à-vis des deux, les Français vous disent c'est pas juste. Je veux que cette politique soit juste. De la même façon, celui qui est faux chômeur, je m'attaque à lui. Mais en revanche, je m'attaque aussi à l'entrepreneur qui n'a que du travail illégal dans son entreprise, en allant même, et je ne le cache pas, je suis même prêt à aller jusqu'à la fermeture administrative de l'entreprise. C'est offert maintenant par la législation, je n'hésiterai pas une seconde à le faire. Vous voyez, c'est quelle que soit la situation ou le statut, pour moi la fraude est intolérable. Et pour moi, ce n'est pas du système D, comme je l'entends parfois et ça me choque profondément. Et l'autre étape, ça va être la mise en place d'un répertoire unique, on l'appelle fichier unique des allocataires sociaux. Il sera mis en œuvre pour la fin de l'année avec un nouveau plan d'action, ce qui permettra de savoir exactement qui touche quoi. Et de bien voir que les doublons et autres, qui ont pu exister, parce que certains jouaient sur tous les fichiers, ça sera terminé. Alors, il y a une question qui est très sensible, c'est des allocations familiales. Il y a un certain nombre de gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on donne des allocations familiales à des gens qui ont des hauts revenus? Et si on les supprimait, par exemple, pour les 20% les plus hauts revenus, on gagnerait 3 milliards. Est-ce que vous y êtes favorable? Écoutez, tout ça, c'est le débat de la présidentielle. C'est pas la politique aujourd'hui, c'est Roselyne Bachelot qui suit ces questions-là. Moi, je sais aussi, c'est que la politique familiale aujourd'hui en France, elle est forte. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce principe d'universalité. On ne se pose pas la question de savoir en fonction de ses revenus. En situation d'urgence, 3 milliards, c'est 3 milliards, non? Oui, mais aussi, je vais vous dire, la lutte contre les fraudes, c'est plus que 3 milliards à récupérer. Non, mais si vous voulez aussi des mesures, à chaque fois qu'il a fallu prendre des décisions, on les a prises. Vous savez, quand on décide, par exemple,
de mettre en place la taxe sur les contrats responsables pour les mutuelles. Ça fait bien sûr pas plaisir, mais je préfère faire ça plutôt que de faire d'autres choix plus douloureux encore, en disant au passage aux mutuelles, vous n'êtes pas obligés d'appliquer cette hausse. Vous savez, aujourd'hui, gouverner, surtout en période de crise, ça impose de prendre ses responsabilités, de les assumer, de les expliquer et de faire en sorte que la justice soit on va passer à un point qui est connexe, mais qui n'est pas tout à fait le même, qui est celui du déficit public en général. Moi, j'ai 35 ans, j'ai jamais connu un budget à l'équilibre en France, jamais. Sur ces 35 ans, il y a eu donc 35 budgets, 20 budgets de droite, 15 budgets de gauche. Alors, en quoi est-ce qu'aujourd'hui l'UMP est bien placé pour donner des leçons et expliquer comment est-ce qu'on va faire pour sortir de là? On peut s'attarder quelques instants, c'est très important ce sujet. Pourquoi aussi on dépense plus que ce qu'on a depuis 35 ans? Il y a deux raisons à ça. C'est la première, c'est que depuis 35 ans, tous les pays développés, et la France au premier rang d'entre eux, tous ces pays-là se sont fait prendre des parts de marché par nombre de pays émergents qui, au prix d'un dumping fiscal, social, environnemental, leur ont pris des parts de marché. Il y a des pays qui ont fait l'inverse. Le Canada, la Suède, ils ont baissé leurs dépenses. Non, mais attendez, juste finir. Nous, on n'a pas fermé nos frontières. À l'époque, je pense que ça aurait été une erreur, mais on s'est dit, on va prendre leur part de marché chez eux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et comme on voyait notre niveau de vie qui pouvait baisser, on a maintenu notre niveau de vie, on a maintenu notre système de protection sociale à crédit. Et en disant, c'est pas grave, on pourra toujours emprunter. Le deuxième facteur, c'est que nos pays industrialisés vieillissaient plus que d'autres. Et on n'a pas engagé, pendant ces 35 ans, les réformes des retraites, de la santé et de la dépendance. C'est seulement depuis quelques années. De droite comme de gauche. Vous prenez votre part de responsabilité. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on a fini de danser, parce qu'on le voit bien, on ne peut plus s'endetter comme on le faisait auparavant. Il faut aujourd'hui gérer comme un père de famille. Si vous avez de la croissance qui est là en moins, vous devez avoir des déficits. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement aujourd'hui prend la mesure de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu là aussi de bricolage là-dessus? Vous comprenez que toutes ces mesures qu'on n'a pas prises à l'époque, il faut les prendre obligatoirement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a au niveau international, il y a au niveau européen et au niveau national. Au niveau national, quand on met en place un plan à 12 milliards d'euros, je sais bien que ça ne fait pas plaisir. Mais seulement on ne peut plus se permettre... La question c'est, est-ce que c'est assez? Parce qu'on voit que les prévisions de croissance du gouvernement d'il y a un mois et demi, 1,75%, aujourd'hui tout le monde pense qu'elles sont totalement caduques. Non, c'est plutôt 0,9%. C'est pour l'année prochaine. 2012. Oui, pour l'année 2012. Pour l'année 2012. Le budget, c'est pour l'année 2012. Oui, je sais, mais vous me parliez, là, je vous parle notamment des mesures qu'on a mises en place pour l'année 2011. Une chose est certaine, c'est qu'il faut gérer le budget de l'État comme son budget familial. D'accord. Non, ne soyez pas impatient, je vais vous répondre, mais je veux juste expliquer les choses. On est à un moment donné, il faut de la pédagogie. Après, les gens jugeront. Il reste moins de 2 les gens minutes. jugeront. Oui, mais sur ce point-là, si à un moment donné, on n'a pas la même croissance que prévu, on ne pourra pas laisser filer les déficits. Et ce n'est pas pour nous, pour se donner bonne conscience, c'est parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus dépenser plus ou laisser filer les dépenses ou les déficits comme on l'a fait. C'est fini cette époque-là. C'est fini cette époque-là. Le budget qui est déjà donc dépassé, parce que les prévisions de croissance sont déjà dépassées, prévoit quand même 81 milliards de déficit, donc on continue à dépenser. Oui, mais vous voulez réduire le 81 milliards de déficit, le supprimer en un an? Je ne sais pas. Non, mais moi, je fais de la politique, je vous dis, vous devez réduire. Attendez, on part quand même d'une tendance 5,7, 4,5, 3, on y revient notamment verset 3. C'est pas seulement la question de rassurer, c'est de montrer qu'il y a une totale prise de conscience et qu'on fait les efforts, et les Français sont prêts à faire les efforts à deux conditions. C'est que ce soit des efforts qui marchent et que ces efforts soient justes. Message bien reçu. Parce que cette question de la justice sociale, comme la justice économique, la justice fiscale, moi je les ai au cœur de mon engagement depuis des années. La justice sociale, mais moi je vous ai répondu tout à l'heure. Par rapport à toutes les contre-vérités, je vous dis, la réalité des choses, c'est qu'on y est particulièrement attentif. Parce que la crise a changé les choses. La crise, les gens vous disent, la justice est une grille de lecture qui est à mon avis impérative. Est-ce que l'échéance électorale de mai prochain n'est pas une espèce d'obstacle entre ce que vous dites, la prise de conscience totale, et puis les mesures qu'on voit du gouvernement, le dernier plan qui était un peu comme ça, qui était quand même pas très ambitieux, en tout cas pour beaucoup de gens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce d'angoisse là-dessus, et qui fait que vous n'osez pas aller jusqu'au bout de la logique? Les échéances électorales ne doivent pas rentrer en ligne de compte. Parce qu'il faut savoir, justement, si vous pensez à l'intérêt de votre parti ou de votre pays,
Pour moi, c'est clairement l'intérêt de mon pays. Et quand on prend des mesures, elles ne sont pas toujours très faciles à faire accepter, je le sais bien. Mais aujourd'hui, quand vous gouvernez, vous devez assumer totalement vos responsabilités. Et donc le gouvernement s'alignera, d'après vous, sur les prévisions de croissance du consensus des économistes 0,9%. C'est le boulot, et vous le savez pertinemment, parfaitement, de François Baroin et de Valérie Pécresse qui l'ont dit. S'il le faut, on prendra nos responsabilités. Mais c'est évident. Mais c'est évident. Il ne faut pas en douter un quart de seconde. Dernière question, on voit beaucoup de hausses d'impôts, en fait, de suppression de niches fiscales, ce sont des hausses d'impôts en pratique, hein, ça augmente le taux de prélèvement obligatoire, et peu de baisse de dépenses. C'est plus difficile, les baisses de dépenses. C'est plus difficile, vous le voyez bien. Pourquoi il y a 1 milliard de baisse de dépenses pour 10 milliards dans le dernier plan? Là, il y en aura un petit peu ou pas? Vous savez pertinemment, bien sûr, que c'est difficile. Ça remet en cause les habitudes. Mmh. Même les niches fiscales, c'est jamais simple. Il y avait l'expression de Gilles Carrès qui consistait à dire, attention, dans les niches, il y a toujours un gros chien. Et un gros chien dangereux. Mais la réalité, moi j'ai l'exemple chez moi. Dans ma ville, je ne veux pas augmenter les impôts. Et comme je ne veux pas augmenter les impôts, je fais très attention au recrutement. Et si je veux des dépenses nouvelles, je dois supprimer des dépenses existantes. C'est pas facile, mais c'est possible. Et il faut particulièrement bien expliquer. Les gens peuvent comprendre, surtout qu'aujourd'hui, ils savent quelle est la situation. Ils ne veulent pas que ce soit leurs enfants qui payent à leur place. Donc, à nous de faire les choses, mais encore une fois, efficacité et justice. Ce sont les deux grilles de lecture que nous mettons en œuvre. On y arrive, c'est pas facile, mais je vous dis, on se bat pour ça, on explique au maximum, et je suis persuadé que les Français feront bien la différence entre ce qu'on est en train de faire et aujourd'hui, quelle est l'attitude de l'opposition, qui vous dit demain, on rase gratis, et vous inquiétez pas, avec nous, ce serait plus simple. Les gens savent bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Eh bien, on verra ça. Merci, Monsieur Bertrand, pour cette séquence. On va marquer une pause pour le journal de 19h, et puis ensuite, vous aurez le débat avec Monsieur Verhofstadt, qui sera en direct avec nous de Bruxelles.